Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'LBS Africa. On est très heureux d'être avec vous en ce 15 janvier. C'est votre magazine quotidien dédié à cette CAN 2021 qu'on couvre en intégralité. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux hommes qui font leur rentrée dans ce dispositif. Salim et Bilal, salut les gars. Salut Nas, salut tout le monde. Comment vous allez ? Salut tout le monde. Très bien et toi ? Ça va. Alors ? Ça va. Hein. On a eu le temps de recharger les batteries et c'est reparti. Hein. Ouais, c'est reparti. Au programme de cette émission, on va évoquer le match qui vient de se terminer à l'instant. Victoire du Nigeria, 3-1 face au Soudan. Le Nigeria qui valide donc son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. On reviendra ensuite sur le match à venir entre la Guinée-Bissau et l'Égypte et on va s'intéresser aux Égyptiens qui n'ont pas été terribles face au Nigeria lors du premier match. On reviendra derrière sur le Gabon-Ghana, un but partout. On aura un débat autour de la sélection ghanéenne qui est en grand danger pour la qualification pour les huitièmes de finale. Et puis pour conclure, on aura l'avis de Bilal et de Salim sur le niveau général de cette CAN. Et on fera une petite preview des matchs de dimanche qu'on va vous commenter. Le match du Mali et de la Tunisie quand vous commentez sur LBSFM. Donc on aura l'avis des chroniqueurs à ce sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, LBSFM. On est présent sur toutes les plateformes. Allez les gars, premier sujet qu'on va aborder, c'est la victoire du Nigeria, 3-1 face au Soudan. Qu'est-ce que vous en avez pensé du Nigeria les gars ? Moi, le Nigeria, depuis le début de la compétition, je trouve que c'est une équipe vraiment qui a fait bonne impression. Fait partie des rares équipes qui ont fait vraiment une vraie bonne impression sur ces premiers matchs, à l'image de ce match bien maîtrisé face au Soudan. Même si les deux premiers buts, j'ai un petit peu vu, il y a un petit peu de réussite. Mais bon, ils sont quand même au-dessus globalement. Et c'est surtout contre l'Égypte, puisque ce match-là, je n'ai pas eu le temps de vraiment l'analyser. Mais contre l'Égypte, ils avaient fait vraiment une prestation impressionnante. Malgré leur jeune équipe, on les citait plus ou moins, parce que ça reste le Nigeria, mais on n'avait pas vraiment d'attente particulière sur cette équipe du Nigeria. Et ça va très vite, ça joue en transition, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de puissance chez cette équipe nigériane et je pense qu'elle va faire très mal pour la suite de la compétition. Ouais, Bilal sur le Nigeria. Ouais, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est la maîtrise collective qu'ils ont. Honnêtement, Allez, c'est une équipe, on sait comme chaque année, elle est puissante, mais la maîtrise collective cette année est vraiment pour moi au-dessus des autres équipes ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Voilà, pour moi, le match d'aujourd'hui a confirmé ce qu'on a vu contre l'Égypte. Ouais. Et en plus, ils n'ont pas forcé. Donc ils ont une bonne marge de manœuvre. C'est vrai que c'était un match assez tranquille pour eux cet après-midi. Vous les placez où le Nigeria dans cette compétition ? Moi, franchement, vu comme c'est parti, je les mettrais dans les 4-5 favoris, je dirais, on mettait, l'Algérie n'a pas encore joué son deuxième match pour l'instant, qu'un seul match, mais on mettait l'Algérie et le Sénégal un petit peu au-dessus des autres avant la compétition. Et là, on voit que c'est plus équilibré que ce qu'on pensait, pour l'instant en tout cas. Donc le Nigeria n'a rien à envier pour l'instant ces équipes-là, à part ce qu'ils ont montré. Et comme l'a bien dit Bilal, il y a vraiment... On sent que c'est un collectif, parce que parfois le Nigeria, souvent, c'est des individualités qui font leur numéro, et parfois c'est un petit peu brouillon, etc. Mais là, on sent qu'il y a un vrai plan de jeu qui est respecté, et il va falloir se les taper le Nigeria cette année. Ouais, Bilal. Moi, je vois top 3, favori top 3, avec le Maroc et le Cameroun qui sont à domicile. Ouais. C'est quoi les forces vives du Nigeria ? Si vous devez les décrire un petit peu cette équipe, qu'est-ce que vous direz, Salim ? Moi, je dirais jeu de transition déjà contre l'Égypte, ça m'a vraiment impressionné. Parce que je voyais que dès qu'ils récupéraient le ballon, mais ça allait à 2000 à l'heure devant. En 2-3 passes, ils étaient dans la surface de réparation. Il y a Iheanacho qui a l'air en confiance dans cette équipe. Ils n'ont pas Victor Osimhen qui a dû déclarer forfait sur le Covid. On pensait que ça allait être un gros forfait, mais bon, ils ont su quand même le compenser. Il y a toujours des joueurs qui émergent de cette nation. C'est un vrai pays de football. Et je pense que moi, c'est vraiment jeu de transition. Force collective et puissance qui sort du Nigeria. Et toi Bilal, si tu devais décrire... C'est pareil comme Salim, c'est vraiment un jeu de transition vraiment efficace. Avec Mosey Simon, c'est Chukwueze de Villarreal. Chukwueze, et franchement ça va hyper vite. Et même c'est puissant, même derrière c'est solide. Honnêtement, c'était solide contre l'Égypte. Ils n'ont pas été inquiétés une seule fois. Et pourtant l'Égypte c'est reconnu pour être une très bonne nation africaine. Ils n'ont pas été inquiétés une fois. Ils n'ont pas paniqué.
Salah, on l'a pas vu du match, il a bien été serré. Et puis ils ont gagné et là ils ont confirmé aujourd'hui, ils ont pas eu un niveau extraordinaire, mais on a vu que c'était vraiment au-dessus du Soudan. Au-dessus du Soudan, effectivement. Troisième pays qualifié officiellement pour les huitièmes de finale après le Maroc et le Cameroun. Le Nigeria qui jouera son dernier match face à la Guinée-Bissau. Donc je pense que le Nigeria va faire tourner pour ce match avant d'aborder les huitièmes de finale de la compétition. On va rester dans le même groupe. On va évoquer désormais l'Égypte qui joue tout à l'heure, dans quelques minutes d'ailleurs. Je vais voir si les compos sont tombés. Elles sont tombées. Alors je vais vous la donner avant de débattre sur l'Égypte. Donc El Shenaoui dans les buts, en défense à 3 ou à 5, ça dépend de l'animation, avec dans l'axe Kamal, El Solia et Ghazi. Sur les côtés, côté droit Mohamed El Neni, côté gauche Ashraf, au milieu de terrain Abdallah Saïd, Mostefa Mohamed et Mahmoud Hamdi El Wench. Alors désolé pour la prononciation, je m'excuse d'avance. Et puis en attaque, une attaque à 2 avec Omar Marmouche et Mohamed Salah, capitaine de cette équipe. Voilà pour la compo égyptienne. L'Égypte décevante face au Nigeria. Vous avez été surpris par le fait qu'il soit aussi impuissant face au Nigeria? En fait, moi, déjà, j'ai un problème avec l'Égypte, c'est que quand tu as un joueur aussi dominant actuellement dans le monde du football que Mohamed Salah, parce que là, on parle d'un joueur qui, en ce moment, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui est dans une très grande forme, pourquoi tu ne le mets pas dans sa position et tu ne construis pas une équipe autour de lui de telle sorte à ce qu'il se sente le plus possible à l'aise? Et en fait, en Afrique, souvent, c'est propre au football africain, souvent, on se trompe. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui est vedette, on va déjà lui donner le brassard, et on va le mettre dans une genre de position numéro 10 ou numéro 9, très centrale, où on se dit, bon, c'est le joueur phare. Sadio Mané, il y a eu le même problème au Sénégal en Coupe du Monde 2018. Là, ça a été un petit peu rectifié, mais en Coupe du Monde 2018, c'était exactement le même problème. Et du coup, il est perdu sur le terrain. Moi, quand je voyais ça là contre le Nigeria, bon, déjà, il y a un problème collectif. L'Égypte n'a pas existé collectivement. Mais Salah était totalement perdu, en manque de repères sur le terrain, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait depuis plusieurs années à Liverpool. On se pose d'ailier droit qui repique à l'intérieur, avec un milieu très costaud. Là, il est totalement livré à lui-même. Donc, déjà, ça, c'est un premier problème. Et après, voilà, l'Égypte, c'est vrai que pour l'instant, sur le premier match, en tout cas, ils sont un peu à l'image de la dernière CAN chez eux. Ils sont décevants dans le jeu. C'est plus la grande Égypte de la fin des années 2000-2010, qui avait un jeu collectif hyper huilé. Voilà, ça circulait. Il y avait une identité vraiment propre à cette équipe et on l'a perdu depuis quelques années. Ouais. Sur l'Égypte, Bilal. Après, pour moi, c'est compliqué de les juger maintenant parce qu'ils ont joué contre l'une des meilleures équipes de la compétition aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne ce soir. Mais c'est comme Salim disait, le problème, pourquoi mettre Salah en numéro 10, pourquoi pas le mettre à son poste où il joue? En plus, l'Égypte, ça a toujours joué en 4-3-3, ils ont un peu changé. Donc, moi aussi, j'étais surpris du début de compétition. Mais après, ça a toujours été une équipe technique. Il y a eu des bonnes sorties de balles contre le Nigeria. Après, oui, il manque de puissance face à ce collectif qui était huilé comme jamais. Comme jamais, voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faudra attendre avant de les juger. Quand tu rencontres contre une des meilleures équipes tout de suite, c'est compliqué. Et est-ce que, du coup, on pourra tirer des enseignements après ce match face à la Guinée-Bissau où l'adversaire, du coup, est trop faible? Là, on pourra voir comment ils veulent vraiment jouer. Parce que c'est vrai qu'ils se fait rentrer dedans contre le Nigeria, ils n'ont pas eu de répondant. Mais là, on va voir ce qu'ils proposent réellement. Ouais. En termes de jeu, côté égyptien, Mohamed Salah, la star de cette équipe, qui est donc dans une position, comme tu l'as dit Salim, un peu d'attaquant, attaquant axial. On va voir comment il va se débrouiller, parce que c'est pas évident. Et l'Égypte, même question pour le Nigeria, où est-ce que vous les placez en termes de... L'Égypte, franchement... c'est compliqué. Ça va dépendre du tirage. Moi, ça va dépendre de qui vont rencontrer derrière. Ouais. Je les place pas dans le top 5 en tout cas. Pas dans le top 5 pour toi, pas Salim, dans le top 5. Ça va dépendre qui vont prendre au tirage. Ils peuvent avoir de la chance, prendre une équipe qui ils prennent même une bonne équipe qui est covidée. Maximum en demi-finale. Maximum. Maximum demi. En fonction du tirage et de... Voilà.
Maximum demi, mais pas plus. Mais après... pour vous, c'est pas un candidat à la victoire finale. Non. Après, il y a le facteur X, le Covid. Donc ça, c'est vrai, c'est un facteur. Cette année, c'est très important. Effectivement. On va embrayer sur le troisième sujet, les gars. On va parler du match d'hier, Gabon-Ghana, un partout, un match houleux à la fin. D'ailleurs, il y a un carton rouge. Très tendu. Ouais, le carton rouge pour le 25. 25. On l'a entendu. On l'a tous entendu. On l'a tous entendu. Vous avez été déçus par ce que nous ont proposé les Ghanéens face au Gabon. Ils devaient se relancer après une défaite face au Maroc en première journée. Salim. En fait, le Ghana, on se rend compte qu'en fait, ils sont tout simplement en fin de cycle en fait. Toute cette grande génération qui est allée à la Coupe du Monde 2010, qui a commencé depuis 2006, qui a eu son top en 2010 en loupant de peu les demi-finales, qui a brillé, qui est allé en finale de la CAN je crois en 2015 contre la Côte d'Ivoire si je me trompe pas, qui aurait pu la gagner d'ailleurs au penalty. Et du coup, depuis, y a des joueurs qui sont plus là, il y a des joueurs qui sont en fin de parcours, comme André Ayew, même s'il a mis un super but hier. Que t'as apprécié. Hein. Non, franchement, l'enchaînement, là, sur se retourner, frappe sèche, là, c'est un petit message à Riyad, d'ailleurs, qui était très dur envers Dédé Ayew. Ah bon? Voilà, ouais. Après le premier match, non, mais il a su répondre, mais ça ne suffit plus. Il n'y a plus cette folie qu'il y avait dans l'équipe ghanéenne à l'époque, qu'on ne retrouve plus. C'est assez terne, c'est assez pauvre. Ouais. Et là, ça leur pendait au nez parce que après ce but d'André Ayew, ils ont vraiment joué la sécurité, on reste derrière, même il y avait des coups à jouer, ils ralentissaient, et au final ils l'ont payé avec ce Ils ont trop voulu gérer ce 1-0, ils ont été punis, beaucoup trop en gestion, et ils l'ont payé, malheureusement ils se retrouvent avec 1 point en 2 matchs. Ouais, Bilal sur le Ghana, tu fais le même constat que Salim sur cette fin de cycle? Ouais, exactement, et surtout, faut pas oublier les qualifications de Coupe du Monde, certes ils se qualifient. Ah, c'était ric-rac, hein. Voilà, ouais. Donc c'est un penalty très très litigieux contre l'Afrique du Sud, le dernier match. Ouais. Donc moi je suis... C'est comme l'Égypte. On les voit pas aller très très loin. Ouais. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est ça aussi. Mais ouais, franchement, pour moi, il n'y a aucune cohérence collective, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a vraiment rien. Ils ont joué le coup sur André Ayew, le but. Sinon, il n'y a rien eu du match. Mais sinon, il n'y a rien. Contre le Maroc, ils n'ont rien fait du match. Certes, le Maroc, oui, était au-dessus, ils se sont mis au-dessus. Mais ils n'ont rien fait du match, ils n'ont pas été dangereux une fois. Pourtant, il y a des joueurs... alors, j'entends bien cet argument de fin de cycle, mais t'as Souleymana qui est jeune, t'as Partey qui est pas un trentenaire, qui joue à Arsenal, Jordan Ayew, c'est pas non plus un vétéran non plus. Partey, depuis qu'il est à Arsenal, il a fait 2 matchs. Il a 30 ans. Il a fait 2 bons matchs. Ouais, c'est un Jordan Ayew, il est jeune. Non, André, je crois d'André. Jordan Ayew. C'est pas Jordan Ayew. Ah si, Jordan Ayew, c'est pas... Jordan est encore dans... Mais bon. Partey, ok, mais il a très bon début de carrière à l'Atlético Madrid, mais à Arsenal, Non. Cette année, il est bien. Cette année, il est bien. Cette année, il est bien. Cette année, il est bien, Arsenal. C'est pas équivalent au grand Ghana de Michael Essien. Non, mais oui, c'est sûr. Voilà. C'est ça que je veux dire. Quand on parle de fin de cycle, je globalise vraiment sur la décennie, quoi. Ouais. Parce que c'est plus qu'on a, et surtout devant, Gian, il mettait ses buts quand même. Gian Asamoah, il mettait ses buts. Là, ça manque un petit peu avec Jordan Ayew. Ouais. André Ayew était plus jeune. André Ayew était plus jeune. André Ayew était plus jeune. Bien plus jeune. Était bien plus jeune. Cette équipe du Gabon, qui fait 4 points en 2 matchs, sans Aubameyang, sans Lemina. L'équipe Covid. Qui s'en tire au final avec des bons remplaçants qui ont su faire le job. Et ils vont aller en 8e de finale, je pense. Oui, 4 points. Sans grande surprise avec l'histoire du meilleur 3e. Donc non, les Gabonais, ils sont là aussi. Ils vont embêter des équipes. On va voir comment ils vont récupérer Aubameyang et Lemina, s'ils vont pouvoir vraiment réintégrer l'équipe et en bonne forme. Et si c'est le cas, ça peut être pas mal le Gabon. Ça peut être une équipe à surveiller, surveiller en tant que... Je ne les mets pas par une favori, par exemple, mais en fonction, là on parlait de tirage avec Bilal, en fonction d'un tirage aussi, ils peuvent faire un petit parcours. D'Afrique. Sur le Gabon, toi Moi, franchement, honnêtement, quand j'ai vu le match face aux Comores,
Ils m'ont pas impressionné plus que ça. Ah, moi non plus. non, mais honnêtement, quand tu. Excuse-moi, Nas, mais quand tu joues contre les Comores, qui est censé être l'équipe la plus faible du groupe, tu dois vraiment être au-dessus, je pense. Ils ont joué derrière, ils nous ont attendus dans les 30 mètres. Je pense pas que si on rajoute Aubameyang, même Lemina, je pense pas que ça va changer vraiment quelque chose. Je pense qu'ils vont prendre. Une bonne équipe, ils vont prendre une bonne claque. Je pense que ça va se passer comme ça. Honnêtement, c'est pas solide du tout. Même l'équipe, elle est pas sérieuse du tout. Déjà, avec tout ce qui s'est passé avant, je pense pas que. Les sorties en boîte de nuit à Dubaï. Non, mais même, je pense que. En préparation. La préparation n'a pas été bonne du tout. Pas du tout. Tu arrives là-bas avec le Covid, donc je pense que. Ça va être compliqué pour eux. C'est pas les conditions idéales, mais bon, ils ont 4 points et ils vont participer à la suite du tournoi. Bon, on va pas revenir sur Maroc-Comores. Vous avez un petit mot peut-être là-dessus ou... Le Maroc qui confirme leur statut de favori, pour moi, top 3, comme j'ai dit. Ouais. Honnêtement, pour moi, ils sont vraiment au-dessus. Et comme contre le Ghana, ils se sont mis vraiment au-dessus de l'adversaire. Ils n'ont pas fait plus, ils ne sont pas fatigués. Honnêtement, et ils ont gagné 2-0. Et maintenant, on va voir le troisième match. Et je pense que ça va être la même configuration. Ils vont se mettre au-dessus de l'adversaire. Ils vont gagner. Et puis voilà, ça fera 9 points en 3 matchs. Ouais, c'est le Maroc que j'ai trouvé solide aussi. Je confirme, le Maroc, vraiment, très très bonne impression. Coach Vaïd. Au niveau du jeu, au niveau de la fluidité. La rigueur. C'est la rigueur. Voilà, Moi, j'ai le souvenir du match contre le Ghana. Je crois qu'à un moment, il y a un contre pour le Ghana. On voit revenir au bout de 3 secondes une vague de 4 défenseurs marocains. C'est ça, et 2 secondes après, tu as la deuxième vague qui arrive derrière. Et la rigueur défensive. Ce que met en place Coach Vaïd. Vaïd a fait un choix fort avec le maintien de la mise à l'écart d'Hakim Ziyech pour l'instant. Et Mazraoui aussi. Et Mazraoui. Ça lui réussit. Voilà, il mise sur la rigueur, sur la discipline. Et ça lui réussit. Exactement. On va faire une preview des matchs de demain. Il y a 4 matchs demain. 4 matchs, grosse journée de Cannes demain. On va vous commenter 2 matchs, on vous le rappelle, sur LBS FM, soyez au rendez-vous. Premier match qu'on va vous commenter, c'est la Gambie face au Mali à 14h. Grande joie de Salim, qui est très ravi de cet horaire. Et à 17h, la Tunisie qui jouera face à la Mauritanie. On va s'intéresser d'abord au match de 14h qu'on va commenter. Mali-Gambie, le Mali qui s'est imposé 1-0 face à la Tunisie. On ne parlera pas de la fin de match. On restera sur ce qui s'est passé sur le terrain. Des Maliens qui ont été plutôt au-dessus des Tunisiens dans le jeu. Salim, sur ce deuxième match, c'est quoi les axes d'amélioration C'est clairement la finition. Les 20 derniers mètres, parce que dans le jeu, en fait, ce que j'aime bien avec cette équipe du Mali, c'est que depuis plusieurs années, même déjà la dernière CAN, il y a une continuité, que ce soit au niveau du sélectionneur, que ce soit au niveau du plan de jeu. C'est quelqu'un qui veut jouer. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que non seulement il veut jouer, mais ils réussissent à ne pas prendre de but. Parce que ça fait 8 matchs, donc en comptant les matchs de qualification à la Coupe du Monde, que le Mali n'a pas encaissé un but. Ils sont sur 15 buts marqués et 0 but encaissé. Et du coup, ça donne déjà cette solidité derrière pour avoir plus de tranquillité, pour pouvoir faire le jeu sans craindre de se manger des buts derrière. Par contre, ce qu'il faudrait améliorer, c'est un petit peu plus d'efficacité devant. Voilà, il y a un moment donné, Adama Traoré aurait pu faire la passe à Ibrahima Koné dans la surface. Le Lukaku malien. C'est ça, et il lui a pas fait, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est ce qu'il faut ajuster pour les prochains matchs, essayer d'être plus méchant devant, plus tueur. Dans le milieu de terrain, on a Yves Bissouma qui revient et qui rayonne. Franchement, il a fait un excellent match. Il est rentré à la mi-temps, il me semble. Lui, il est parti pour être titulaire dans cette équipe. En fait, ce qui est bien, c'est que le sélectionneur Magasuba, il a été intelligent aussi dans la gestion. C'est que Bissouma, ça faisait 3 ans qu'il avait quitté la sélection malienne. Il revient, c'est pas tu reviens, on te met tout de suite sur le terrain. Ça faisait 3 ans qu'il était pas là. Ça faisait 3 ans depuis 2018. Donc 3 ans et demi exactement. Et du coup, il est revenu, mais petit à petit, il a mis sur le banc. Et là, il a intégré, parce qu'on sait qu'il est au-dessus. Au milieu, il est au-dessus, clairement. Pourtant, au milieu de terrain, c'est fourni chez vous. Et pourtant, c'est fourni avec Samasikou également, qui est là, avec Aïdara. Mais Bissouma, cette année en Angleterre, il fait partie du top milieu du championnat. Il est souvent dans les équipes de la semaine, etc., du mois de Première Ligue. Donc, il fait du bien. Donc, le milieu de terrain, c'est vraiment la force de cette équipe, maîtrise technique, etc. Et après, devant, essayer de tuer un petit peu plus. L'horaire n'est pas un avantage. Jouer 2 fois de suite à 14h,
c'est pas évident. On l'a vu avec le Sénégal et Sadio Mané d'ailleurs qui s'est plaint de tout ça. Alors qu'il y a certaines équipes, dont on citera pas le nom, allez, dis le terme, qui évitent, notamment le pays organisateur. Il faut dire. Le petit poussé aussi, les Comores. C'est vrai, on a eu des horaires assez cool, 20h. Cette insolation, mais bon, après voilà, faudra faire avec. Mais pour ce match, je suis assez serein contre la Gambie. Je pense que ça va passer. Ouais. Voilà, essayer d'être plus efficace pour tranquilliser assez rapidement le match et pas rentrer dans un stress, mais je pense que ça devrait passer face à la Gambie. La Gambie qui joue sa première CAN et qui a gagné face à la Mauritanie 1-0. C'était un bon résultat pour eux, donc équipe à suivre. Sur le Mali, toi Bilal, qu'est-ce que tu attends demain et plus globalement sur la compétition de cette équipe malienne? Moi personnellement, j'avais pas trop suivi cette équipe dans les éliminations, même en Coupe du Monde juste avant. Ouais. Mais honnêtement, je suis surpris par cette équipe par rapport aux résultats qu'ils ont fait face à la Tunisie. Ils étaient vraiment au-dessus de la Tunisie. Ils ont mérité leur victoire. Moi, j'ai pas compris derrière quand la Tunisie s'est plaint. Ils pouvaient même jouer 30 minutes derrière, ils auraient pas marqué un but. Mais ils sont plaints parce que ils se sont fait un peu léser. Ouais, mais que tu demandes pas à rejouer le match. Moi, c'est ça autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc tu t'es fait dominer tout le match, t'as perdu. Bon, ça arrivé, une erreur d'arbitre. Ça arrive, de toute façon. Ouais, non, mais. C'était grave. C'est quand même grave. Mais derrière, demander à rejouer le match, alors que t'as rien fait du match, c'est ça qui est honteux, tu vois. Ils auraient dû se faire tout petit par rapport à la prestation qu'ils ont faite. Pourtant, ils avaient un penalty. Ils avaient un penalty. Mais ils auraient pu s'en sortir avec un match nul. Voilà. Mais très bel arrêt du gardien. Le carton rouge qui était hyper sévère. Pour Bilal Touré, le carton rouge. Ah ouais, bon, là, je crois que l'arbitre, il était plus là. Non, mais franchement, c'est solide. Honnêtement, c'est solide. Moi, j'ai un bon milieu de terrain que j'aime bien. J'ai vu Samasekou et Aïdara. Deux joueurs qu'on suit en Europe. Donc, et aussi, moi, un joueur que j'aime bien, c'est Djenepo. Djenepo. Il joue toujours à Southampton. Il joue à Southampton. Il percute bien. Voilà, moi j'aime bien. Je l'ai connu il y a peut-être 2 ans à peu près en Angleterre. Mais voilà, après moi, une bonne surprise. Et ça pourrait, pourquoi pas aller loin. Ça dépend du tirage, ça dépend contre qui tu vas jouer. Voilà, si je sais pas, c'est le groupe de l'Algérie. C'est le groupe de l'Algérie. Voilà, s'ils rencontrent la Côte d'Ivoire, quand même, ça va être compliqué. Mais c'est pas la peine. Compliqué, sachant que la Côte d'Ivoire est la bête noire du Mali. Donc quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Parce que c'est l'année dernière, c'est la Côte d'Ivoire qui a éliminé. Enfin, il y a 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Mali. Oui. Et la Côte d'Ivoire, à chaque fois, c'est le même problème. C'est même quand le Mali est au-dessus, la Côte d'Ivoire arrive à gagner. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment la vraie bête noire du Mali. Ça veut dire le premier du groupe du Mali affronte un deuxième. Ou c'est un troisième? Oui, un deuxième. Deuxième du groupe de l'Algérie. Donc ça va être quoi qu'il arrive, le huitième de finale va être compliqué. Soit la Côte d'Ivoire, soit l'Algérie, parce que à moins que la Côte d'Ivoire se trouve sur son dernier match et qu'il y a qui d'autre, il y a qui comme équipe de l'Algérie, il y a la Guinée équatoriale et le Sierra Leone. Ouais, non, je pense pas quand même. Ouais. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc en tous les cas, ça sera compliqué. Ouais, le Mali, toi, c'est quoi les ambitions du Mali pour cette gagner la CAN, clairement. Ah. Le sélectionneur, lui, c'est toi ou c'est Non, je te parle du sélectionneur. Okay, je parle du sélectionneur. Il a dit que lui, son objectif, en même temps, ça fait, comme je t'ai dit, même si c'est vrai que c'est des groupes de qualification, mais ils gagnent tous leurs matchs, ils prennent pas de but. La qualif de Coupe du Monde, ça a été propre. Ils progressent, c'est les mêmes joueurs. La dernière fois, ils se sont fait éliminer contre la Côte d'Ivoire, mais ils ont dominé tout le match. Mariga, vraiment. Il a mangé la feuille, vraiment, Mariga. Non, là, ce match-là, c'était une frustration parce qu'ils devaient largement le gagner. Ils se sont fait éliminer. Donc là, lui, il a l'ambition de gagner la compétition. Le Mali n'a jamais gagné la CAN. Il a l'ambition de la gagner. Donc après, on verra s'ils sauront être à la hauteur et élever leur niveau dans la compétition. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Ouais. Après, quand t'es sélectionneur d'une équipe qui est top, d'une sélection qui est top 10 africaine aujourd'hui, ils sont dans les 10 barragistes. Ça, ils sont dans les 10 barragistes. Quand ils ont fait une campagne d'élimination propre, très propre, plus propre que ça, tu peux pas venir en conférence de presse et tu dis je passe les poules. non, mais c'est vrai. Le sélectionneur peut pas dire moi je veux juste passer les poules et après on verra. Ouais, bien sûr. Donc après c'est un peu normal ce qu'il dit que tu veux gagner la CAN, faut avoir de l'ambition. Ouais. Le Mali d'ailleurs, il y a 9 des 10 barragistes qui sont à la CAN. Il manque que le Congo, la RDC. Il manque que la RDC. Ouais. Salut nos amis congolais qui nous écoutent. D'ailleurs le Mali, l'un des plus beaux maillots de cette CAN. Je kiffe vos maillots.
C'est vrai qu'avec l'aigle, là, ouais, ça passe bien. C'est très beau. Ernest. Après, ils sont un petit peu chers, hein, par contre. C'est combien le maillot? J'ai pas compris la politique, parce qu'en fait, la fédération malienne a mis un poste où, parce qu'on connaît l'Afrique, évidemment, c'est les faux maillots à 80 ou 90% qui se vendent sur place. C'est ça. Et la CAF a mis un poste. Non, les vrais maillots se vendront uniquement dans les boutiques officielles. Et ça fait 35 000 francs CFA. Ce qui est équivalent 35 000 en francs CFA, c'est équivalent à plus de 50 euros. En Afrique, ils sont ambitieux. Hein. Dans les commentaires, tout le monde a dit merci, mais on ira acheter les faux. C'est sympa, mais voilà, faut respecter un petit peu les gens. Je veux dire, mettre 50 euros en Afrique sur des maillots de foot, faut se calmer. Vraiment se calmer. Je suis d'accord avec toi. Maillot des Comores, Macron, qui est très beau aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Non, beaucoup. Il est pas mal. Vraiment, ils nous ont respecté, Macron, mais ça coûte 59 euros. Voilà. C'est pas la fédération qui fait, c'est aussi la marque. C'est la marque qui truc les prix. Bien sûr. Mais Ernest, c'est un Malien en plus. C'est un Malien. Malamine Codé. Mais en tout cas, les maillots sont très beaux. Ça, je tiens à le souligner. J'aime beaucoup vos maillots du côté du Mali. Deuxième match qu'on va commenter, c'est la Tunisie face à la Mauritanie. On en a un peu parlé déjà, mais cette équipe tunisienne qui était... Vous vous rendez compte qu'ils étaient en 2019, ils étaient en demi-finale de la CAN en ayant gagné un seul match au bout des 90 minutes. En Tunisie ? Ouais, c'était face à Madagascar, en quart de finale. Ils avaient fait 3 matchs nuls en phase de poule. Je me rappelle, et ils avaient sorti le Ghana au penalty. Et ils avaient perdu en demi face au Sénégal en prolongation. Ils ont gagné un seul match. Un seul match. Ils ont 1-0, 2-1 contre Madagascar. Non, ils ont mis 3-0 ils ont mis 3-0 à Madagascar. Après, je crois que le match de la 3e place est gagné par le Nigeria, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. Je vais checker ça. Mais la Tunisie, du coup, est-ce que pour vous, c'est quand même un favori, malgré ce qu'ils ont montré face au Mali, c'était à 14h aussi, on peut dire aussi que c'était compliqué, ou pour vous ça va plus loin que ça pour la Tunisie? Là ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont beaucoup de cas de Covid. Ouais. Ils ont beaucoup de cas de Covid, donc ils les auront peut-être pas à la compétition, donc à la fin de la compétition. Après je pense que ça va être comme l'Égypte, ça va dépendre du tirage. Je pense que je les mets dans la même catégorie. Ça va vraiment dépendre du tirage. Ils ont rencontré une équipe costaud, ils ont eu du mal. Honnêtement, il faut dire ce qui est, ils ont eu du mal. Donc maintenant, à voir qui vont rencontrer derrière. Ouais. Parce que c'est possible qu'ils rencontrent l'Algérie, c'est ça? Ouais. Et ça pourrait peut-être passer pour eux. Parce que c'est une équipe qui... Et du coup, le deuxième du groupe, il joue qui en fait? Si le Mali joue le deuxième, je pense la Tunisie joue le premier, c'est ça? Non, c'est premier, deuxième. Parce qu'en fait, vu qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes, t'as 2 groupes qui rencontrent pas de troisième en fait. Et ça fait partie de ces groupes, ces 2 groupes-là en fait. Ok. Et le Cameroun jouera un 3e. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Très bien. Ils joueront le troisième le 4e des 3e. Genre le dernier. le moins bon 3e. Parce que t'as un 8e de finale qui croise 2 deuxièmes. Je sais plus exactement c'est lesquels groupes. Le Cameroun jouera le vainqueur. S'il passe les 8e, jouera le vainqueur de ce match-là. Attention, l'Égypte avait affronté l'Afrique du Sud en 8e de finale. Éliminé. Qui était le moins bon 3e et ils étaient éliminés. Attention à la mauvaise surprise. On va dire un mot sur le niveau de la CAN en général. Votre bilan au bout d'une semaine de compétition. On avait une première journée assez compliquée en termes de buts. Là, depuis la deuxième journée, la moyenne est un peu montée. C'est quoi votre analyse au bout d'une semaine de compétition, les gars? Le premier match avait bien commencé, je trouve, le match d'ouverture. Il était très plaisant. Il était intéressant, il y avait des occasions, c'était assez animé, etc. Le Cameroun à la maison, ils se sont fait un peu bouger, mais ils ont réussi à renverser la tendance. Ouais. Même si il y avait des fautes flagrantes dans la surface assez évitables. Côté burkinabé. Ils font 2 fautes, mais mais je veux dire, le match, l'ambiance, etc. Et après, c'est vrai que progressivement, on est redescendu quand même, on est retombé. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de 0-0, pas énormément de spectacles. Mais après, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Déjà, en ce moment, il y a beaucoup de cas de Covid dans les équipes. Pour commencer, il y a plein d'équipes qui ne sont pas au complet. La préparation pour la CAN, elle est de plus en plus hâtive parce que vu que la CAN elle dure 1 mois, maintenant avec 24 équipes et plus 3 semaines quand on avait 16 équipes, les joueurs ils arrivent au dernier moment. Donc il n'y a pas de match amicaux, il n'y a quasiment eu aucun match amicaux de préparation, il n'y a pas de foncier, il n'y a rien du tout. Les joueurs ils sortent des fêtes, ils arrivent directement, ils sont dans le bain. Donc en fait ce premier match pour moi en fait faut le voir comme un match de préparation en fait. Et je pense que c'est à partir des 2e, 3e matchs
que vraiment on va voir le vrai niveau des équipes. Parce que faut se mettre dedans, changement de température, faut se mettre au niveau, l'acclimatation, etc. Et donc, ça, je pense que c'est une explication de cette première journée un petit peu terne, à part 3-4 matchs. Ouais. Bilal, t'as la même analyse que Salim. Moi, je pense que c'est plus l'organisation, elle a été catastrophique. Ouais. Honnêtement, organiser des matchs à 13h hors local, hein. C'est 14h chez nous, c'est 13h là-bas. Ça, par contre. Ouais. Il fait 33 degrés, 43 degrés de ressenti. C'est impossible de jouer. On a des joueurs qui jouent en Europe, la plupart. Ah oui. T'as peut-être 80% des joueurs qui jouent en Europe de toute la compétition. Ils ont joué sous moins 3, moins 4 degrés en Angleterre. Ils arrivent là-bas. Il y a un choc thermique. Voilà, il y a ça. Comme il a dit Salim, il n'y a pas eu de préparation. Tous les joueurs de Première Ligue sont arrivés le 2, 3, voire 4 janvier là-bas. Et 5 jours après, c'est le début de la compétition. Donc il y a ça. Les terrains qui sont catastrophiques. Les terrains, c'est... C'est un scandale. Tu joues une CAN, tu sais depuis 4 ans que tu as organisé la CAN, que tu n'as pas changé les terrains. C'est un scandale. Donc, 1 milliard d'investissements quand même. Et 1 milliard d'investissements sans pelouse, c'est pas normal. Je comprends pas. 1 milliard d'investissements, où va l'argent, c'est ça, c'est ça justement la vraie question. Parce que, attends, 1 milliard, tu peux pas avoir des... 4 stades, tu peux pas avoir des pelouses dignes de ce nom. Je crois qu'il y a un seul stade où la pelouse, elle est à peu près correcte. Non, franchement, c'est pas normal. Et surtout que les CAN, on les organise justement en janvier pour limiter le fait qu'il fasse trop chaud. Ouais. Et on joue des matchs à 13h. Donc, c'est ça. Il n'y a aucune cohérence. Après, moi, ce qui me déçoit par rapport à la dernière CAN en 2019, en Égypte, c'est que les stades sont vides. Après, il y a des par jauges, contre, il y a un autre scandale, mais ça, c'est au-delà. Ça, c'est institutionnel. On sort de la CAN. Mais demander à des supporters africains de faire le vaccin pour se déplacer au Cameroun et pour pouvoir voir les matchs et pas juste simplement au moins un test négatif, c'est compliqué. On connaît les conditions en Afrique, la vaccination, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Donc forcément, les stades seront vides. Ça étonne personne. Franchement, c'est décevant. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dans 2 pays ? C'est ça que j'ai pas compris. C'est que l'Égypte, tous les stades étaient remplis pratiquement. Bien sûr. Franchement, c'était... Je dis pas que le Cameroun, c'est pas un pays de foot, mais ils vont voir que l'équipe nationale. Alors que l'Égypte, ils ont été voir tous les matchs. S'ils auraient divisé en 2 pays, par exemple, un exemple, Cameroun-Côte d'Ivoire, ils auraient divisé comme ça, je pense que tu aurais un peu plus d'engouement dans les 2 pays. Donc, j'ai pas compris ça. Et surtout, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est les terrains. Franchement, en regardant le match de l'Algérie, c'était un scandale. C'était franchement, le ballon, il sautait à chaque fois. Il avançait même pas. Les captures d'écran de Bilal. Vous avez vu ou pas? Ah bah oui, on a bien reçu. Et en plus de ça, t'as des matchs. Moi, la première journée, ça m'a choqué. Le Cameroun joue contre le Burkina. 1 heure après, sur le même terrain, le Cap-Vert joue son match. Ouais, c'est quelle équipe qui a le Cap-Vert face j'ai oublié, je sais plus si c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie. Sur le même terrain, ça veut dire que le terrain, il n'était pas dans un état exceptionnel. Il a été massacré par les Camerounais et les Burkinabés. Et sans qu'il y ait des jardiniers, qu'il y ait de l'entretien qui passe après le match, on joue un deuxième. Mais il fallait voir, parce que moi j'ai un ami à moi qui est proche de Steven Fortes. Steven Fortes, il était dans la même école primaire que moi. Et il l'a eu au téléphone. Mon pote, il lui a dit, mais c'était injouable. Le match, le ballon, il sautait tout le temps. Pour faire un contrôle, il fallait se concentrer fois 1000. Tu vois, c'est des conditions. C'est même plus du foot, à la limite, à ce niveau-là. Et ça a joué sur le niveau global. Sur ce qu'on a vu sur les pelouses. Je suis assez d'accord avec vous, les gars. Vos attentes, du coup, sur ces dernières journées mis à part on n'a pas parlé de l'Algérie. Tiens, l'Algérie. Très décevant premier match. Parce que c'est vrai que j'ai dit les matchs de demain, mais j'ai oublié d'évoquer 2 matchs. C'est vrai. L'équipe nationale. Et l'Algérie qui a fait 0-0 face au Sierra Leone, qui joue là face à la Guinée équatoriale à 20h demain. Bah là, c'est à 20h. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Bah si, le terrain quand même. Oui. Non, mais honnêtement, je pense que je sais pas si c'était un excès de. On va dire, je sais pas s'ils avaient la grosse tête ou pas. Honnêtement. Moi, je trouve qu'on est dur avec l'Algérie quand même.
Bah après, il y a eu des absents. J'entends des trucs sur l'Algérie, mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu 5-0 au premier match. C'est la 4. Mais regardez, attention. Des équipes. Regardez, par exemple, l'équipe de France. La plupart de ces compétitions, elles débutent 0-0, machin. Combien de fois c'est arrivé des matchs, ou même en 2018 contre l'Australie, match à l'arrache, et finalement ça monte en puissance derrière. Moi, c'est un cas de figure qui arrive tellement souvent dans ce type de tournoi. Que moi, je me fais pas du tout de soucis pour l'Algérie. J'attendrai le 2e et 3e match et si vraiment là ça cale ou c'est moins bon, je me dirais ah ouais, il y a un problème. Mais là, pour moi, il y a pas. Ils ont eu des occasions, ils auraient largement pu gagner le match, mais largement. Ils se sont pas montrés efficaces devant. Pour moi, il y a rien d'alarmant, hein, vraiment. Ouais. Non, en fait. Alors moi, juste avant de te laisser parler, Bilal. Quand même, sur la première période, les Sierra Leone, ils auraient pu mener 1-0. Il n'y avait pas de scandale. Il n'y avait pas de scandale. Je suis d'accord. Et c'est vrai que collectivement, l'Algérie a été au-dessus sur le long terme. Mais il y a des actions où ça manquait de lien en fait, entre la défense et le milieu de terrain. Et je les ai trouvés assez débordés en début de match. Donc là, il n'y a pas... Alors certes, il y a la pelouse, mais en début de match... Mais justement, si tu les trouves débordés en début de match... C'est moins inquiétant que si tu les trouves débordés en milieu ou en fin de match. Parce que là, c'est le premier match, il faut se mettre dedans, il faut se mettre en selle. On a expliqué tous les facteurs qu'on a expliqués il y a 2 minutes. Donc, il faut retrouver les automatismes, il faut retrouver le jeu. Et ça va venir. Moi franchement, l'Algérie, je me fais pas de soucis particuliers. Donc toi, tu restes confiant. Je dis pas qu'ils vont gagner la compétition forcément. Parce qu'ils peuvent se prendre un Nigeria bien prêt, bien dur et sortir. Hein, mais c'est pas non plus la crise voilà, que je peux entendre parfois. Bilal. Moi, je parle pas de crise. Moi, je parle. En fait, c'est peut-être après, depuis la CAN 2019, même 2020, depuis l'année. Et ben, en fait, on remarque que déjà le niveau des équipes africaines a augmenté. Il faut dire ce qui est. Ils ont, comme le niveau des petites équipes aussi, surtout. Voilà, le niveau des petites équipes, mais même le niveau des équipes, on va dire entre guillemets intermédiaires. Franchement, par exemple, l'Éthiopie qui a pris 4-1, certes, face au Cameroun, mais la première mi-temps de l'Éthiopie... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit les petites équipes, franchement, il y a ça, mais il y a du répondant. Le problème, c'est que collectivement, on a une force collective, elle est moins bonne qu'en 2019. Et en fait, moi, j'ai remarqué par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on a été vachement en difficulté face à des petites équipes. Et avant, on voyait pas ça. Avant, on roulait sur l'équipe. Même si tu gagnais que 1-0 ou 2-1, t'allais rouler sur l'équipe. Là, tu comptes le Zimbabwe, tu vas faire 2-2 alors que tu mènes, mais tu te fais bousculer. S'il n'y a pas 3-2, 3-2 pour le Zimbabwe, c'est normal à la fin du match. Et il y a ça. Moi ça va peut-être vous surprendre. Il y a un joueur qui est pas là et qui manque énormément à l'Algérie. C'est Adlène Guedjoura. Mais il a arrêté, c'est ça? Bah en fait, il le prend plus en sélection, peut-être parce qu'il est trop vieux. Mais c'était un pilier de la sélection à 2019. Après, faut renouveler. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce niveau-là. Je pense que c'est le joueur qui sait mettre des coups, qui sait jouer en Afrique, on va dire. Il protégeait la défense, il protégeait super bien la défense. Et aujourd'hui, la défense, elle est trop exposée en Algérie. Elle est trop exposée, il y a trop d'actions. C'est ce que j'ai remarqué en première période face au Sierra Leone. C'est vrai qu'ils sont un peu moins solides. Ça faut. Et on a eu la perte de Guedjoura, parce qu'aujourd'hui, on l'a remplacé par Zerouki. Pour moi, elle n'a pas le niveau international encore. Mais pour moi, c'est un des gros problèmes de l'Algérie aujourd'hui, c'est que on est solide défensivement, on est plus solide comme avant. Avant, on avait quand je me rappelle la finale contre le Sénégal, le Sénégal, ils auraient pu jouer 4 heures, ils auraient pas marqué. J'étais persuadé. Belhamri qui joue avec une balafre de 10 cm, il est derrière comme un guerrier. Ben là, je pense que ça n'existe plus. Honnêtement, on était trop en difficulté. Ça manque ce côté agressif, le côté agressif qu'il faut dans les CAN pour. Ouais, je pense que c'est ça, et je pense que la première composition là a été trop offensive. Je pense qu'on a joué avec 4 offensifs. Je pense qu'il faut, et surtout avec Fegouli en numéro 6, qui n'est pas un numéro 6 de base. Je pense que. D'où les vagues au milieu de terrain. Je pense que c'est ça, je pense qu'il nous manque ce joueur-là au milieu de terrain en fait. Dernier match qu'on n'a pas évoqué pour demain, c'est la Côte d'Ivoire qui joue face au Sierra Leone. La Côte d'Ivoire. Que dire sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, on ne sait pas trop, parce qu'ils ont quand même du matériel, ils ont des joueurs quand même, la Côte d'Ivoire. Surtout devant. Devant, il y a de quoi faire. Mais voilà, cette équipe, on ne sait pas trop où ça va.
on l'a un petit peu mis de côté entre guillemets parce que c'est une équipe qui était la meilleure équipe africaine, on peut dire, pendant quelques années. Ouais. Et là, bon, bah, du coup, peut-être que le fait qu'on la laisse dans l'anonymat, ça va peut-être être bénéfique pour eux, je sais pas. Ouais. Donc, j'arrive pas trop à les situer. Je les mettrais, je les mettrais un petit peu au-dessus de l'Égypte, peut-être. Ouais. Mais un petit peu moins que le Nigeria, que le Maroc, comme on a vu, et que le Cameroun qui est à la maison. Ouais. Donc, entre ces équipes-là, en fonction du tirage au sort, en fonction de la réussite au cours d'un même match aussi. Un match, ça peut vite tourner, donc ils peuvent faire leur chemin, comme ils peuvent sortir des huitièmes aussi. Donc, c'est vrai. Ils ont perdu leur gardien titulaire pour suspension. Ouais. Voilà. Après, pour moi, ils ont rencontré une belle équipe, la Guinée-Bissau. Guinée équatoriale, c'est ça? Ils ont joué la Guinée équatoriale. Voilà. Très belle équipe de Guinée équatoriale. Voilà, franchement, ils ont été pas mal. Mais techniquement, c'est beaucoup de joueurs formés en Espagne. C'est ça. Donc, Espagne, Portugal, tout ça. Techniquement, ça joue super bien. Ah c'est pas solide. Mais techniquement, ça joue super Franchement, bien. Ils auraient pu égaliser face à la Côte d'Ivoire. Ça a très bien joué. J'étais agréablement surpris par cette équipe équato-guinéenne. Et attention la Bien sûr. Mais pour moi, c'est un des groupes les plus durs, en fait. Plus dur. C'est un des groupes, j'ai pas dit le groupe le plus dur, c'est un des groupes les plus durs. Le groupe le plus dur, c'est le nôtre. Oui. Bah, excuse-moi, le Gabon-Ghana. Après, sur le papier. Gabon-Ghana, c'est pas extraordinaire. C'est le nom. En tout cas, c'est pas le meilleur Ghana que t'as eu. Et le Gabon n'est pas au complet aussi. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que t'as des noms. Oui, c'est vrai. Bon, je continue à penser qu'on a le groupe le plus dur. Parce que quand tu penses la poule, il y a la Mauritanie et la Gambie. Là. Ouais. Pour moi, c'est la poule la plus faible. Mauritanie, la Gambie, c'est quoi? C'est quel groupe ça? Mauritanie, Gambie. Mauritanie, Gambie, Mauritanie. Nigeria, non? Non, c'est pas le Nigeria. Là, tu te poses une colle, Bilal. Là. On en a parlé en plus. C'est le groupe du Mali. Le groupe du Mali, Tunisie. Mali-Tunisie. Voilà, pour moi, c'est un des groupes les plus faibles. Pour moi, c'est. J'avoue que Gambie et Mauritanie, c'est vraiment faible. Des vrais petits, genre. Voilà. Il y a un autre petit, on ne citera pas le nom. Vas-y, tu peux dire les Comores. Bien sûr, on est petits, bien évidemment. Mais honnêtement, moi j'étais surpris, ça a super bien joué. Contre le Gabon, mais pas contre le Maroc. Le Maroc, on n'a pas existé. On a été surclassé. En tout cas, je suis content pour Ben Bouana et j'espère qu'après cette CAN, il signera dans un club pro. Parce que c'est ce qu'il mérite. Voilà. Au moins, si cette CAN peut l'aider. Même le groupe du Sénégal, je pense que aussi. Ouais, il est pas. Ah, c'est pas ouf. Guinée, Malawi, Zimbabwe. Ouais, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Malawi, Zimbabwe, c'est un petit groupe. Salut nos amis guinéens, je salue Ibrahim s'il nous écoute. Pour l'instant, la Guinée qui fait sa CAN, qui a tenu en échec le Sénégal et qui va jouer son dernier match. Ils auraient pu gagner en plus. Ils auraient pu gagner, exactement. Franchement, ils auraient pu gagner. Ça aurait pas été un scandale du tout. Merci les gars de m'avoir accompagné pour cette émission. Salim, on te retrouve. Merci à toi, merci à vous. Yes, on te retrouve demain pour le match du Mali. Exactement, 14h. 14h, voilà, restez branchés sur... Le soleil sera à son zénith. Prépare déjà les excuses s'il y a un mauvais résultat. Salim a déjà l'excuse du soleil. Jamais. Voilà, Mali, Gambie à 14h. Et Tunisie, Mauritanie qui vous sera commenté par Ismaël et Ousmane. Voilà, donc gros après-midi sur LBS-FM. La CAN qu'on vous fait suivre intégralement sur nos réseaux sociaux. On salue notre partenaire MNG Radio également qui codiffuse avec nous cette CAN 2021. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. LBS-FM, on est partout. Et puis quant à nous, on se dit donc à demain, 14h pour le match du Mali. Salut à tous. Ciao. Ciao.